cette fois-ci, ça change du téléphone sonne. Je suis avec les auditeurs. On va vous écouter. On va vous écouter. Et puis donc, je crois qu'il y a pas mal de questions dans l'audience. Voilà. Donc c'est à vous la parole, Bordeaux. Bien, merci. Oui, je suis heureux donc d'être parmi vous par cette visioconférence interposée. C'est vrai que Muriel, nous étions rencontrés à l'occasion de cette illustration de la défense d'Erasmus l'an dernier, et que donc cet après-midi, l'objectif est de parler un petit peu moins donc des problèmes présents ou les problèmes de fin du programme 2007-2013, mais bien d'envisager l'avenir avec le programme Erasmus pour tous. Alors, je ne suis pas physiquement avec vous à Grenoble pour une raison un peu particulière, c'est qu'aujourd'hui, donc à Bordeaux, nous organisons un séminaire concernant l'ensemble des agences en charge du programme éducation et formation tout au long de la vie. Donc j'ai mes 32 collègues qui sont donc avec moi, et nous faisons une journée d'études consacrée donc à un sujet qui va être majeur dans le nouveau programme, qui va être celui de l'impact donc du programme. Je pense qu'il y a donc dans ce nouveau programme deux choses qu'il faut retenir et qui vont donner lieu probablement à une approche un peu différente. C'est d'abord une part très conséquente qui sera accordée à la territorialisation des projets. Et puis la deuxième, c'est bien entendu la nécessité donc, de pouvoir travailler sur l'impact donc, de nos programmes. Alors, on s'en était bien rendu compte au moment donc, du débat sur le financement d'Erasmus. Vous savez tous combien ce programme était populaire, combien il l'est encore après 25 ans, mais nous disposions en fait de peu d'études extrêmement précises sur ce que peut être l'impact social donc, du programme et bien entendu du nouveau qui va être donc, lancé à partir du 1er janvier 2014. Alors, jusqu'alors, les deux programmes qui avaient précédé n'avaient pas vraiment mis en avant cette perspective d'impact que l'on considère bien entendu comme positif, au-delà de ce que l'on sait pour les individus qui profitent des mobilités, et dont je dirais que l'ensemble des acteurs concernés, que ce soit les employeurs, que ce soit les professeurs, que ce soit les étudiants eux-mêmes, savent bien que les compétences formelles et non formelles sont particulièrement revalorisées quand on fait une mobilité ou qu'on participe à un partenariat. Simplement, c'est la valeur ajoutée collective qui n'était pas prise en compte dans les programmes tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et c'est pourtant, à mon sens, un des enjeux les plus importants, puisqu'il y est question derrière de démocratie. On est cette année avec une année européenne de la citoyenneté, et forcément, l'idée que certains programmes apportent plus à la valeur ajoutée collective et à la construction d'une valeur ajoutée européenne est essentielle. Donc nous nous retrouvons avec l'ensemble des directeurs des autres agences pour préparer comment nous allons nous organiser pour que soit mieux mis en lumière l'impact positif du nouveau programme. Alors, ça explique pourquoi je suis pas avec vous directement. Simplement, c'était pour moi important de vous le dire, puisque ce que va permettre aussi le nouveau programme, c'est probablement d'intensifier les relations entre les différentes agences. Alors beaucoup d'entre vous dans la salle nous connaissent depuis assez longtemps, mais je voulais juste dire qu'il y a maintenant dans l'Europe Erasmus 40 agences pour les 33 pays qui en font partie, et nous nous préparons bien entendu à pouvoir nous ouvrir à la fois aux pays qui sont candidats à l'entrée dans l'Union européenne, mais plus généralement aussi aux pays qui vont rentrer dans cette Europe Erasmus, dont, vous le savez, une des principales caractéristiques dans le cadre du nouveau programme va être qu'elle bénéficiera de tous les bons aspects du programme Erasmus
Mundus, avec le fait que nombre donc, des actions, et en particulier celles qui concernent l'enseignement supérieur, vont être désormais ouvertes à tous les pays tiers. C'est une révolution. Nous allons donc avoir un programme donc, qui va être ouvert au monde entier. Donc il est très très important que dès à présent, on puisse donc envisager avec nos collègues donc, des autres pays la manière dont nous allons gérer ces demandes qui vont venir donc, du monde entier. C'est une grande nouveauté. Elle a un énorme intérêt, c'est qu'elle profite donc des, je dirais, des résultats très positif donc, du programme Erasmus Mundus que vous connaissez tous, et en même temps elle est un facteur de risque pour le deuxième pilier qui est en lien donc, avec ce que l'on espère être l'optimisation de nos programmes, ces programmes qui sont censés donc apporter plus donc, de chances pour une meilleure employabilité, et de l'autre côté bien entendu de contribuer à renforcer la citoyenneté européenne. Alors avec cette ouverture au monde, la question donc, de la citoyenneté va être extrêmement importante, et nous en discutons donc, dès aujourd'hui. Pour revenir donc, sur le nouveau programme, je pense que les grandes lignes, vous les connaissez. Je pense qu'on peut les résumer très facilement en trois. La première, c'est une volonté donc, de simplifier les procédures. Alors j'insiste sur cette chose parce que, comme vous le savez, nous sommes donc, en ce moment dans une période qui est encore une période de transition. Je ne peux vous donner des informations complètes, étant donné que nous sommes encore donc, dans ce fameux trialogue. Je crois que tout à l'heure, donc, dans une allocution de la ministre que donc, vous présentera Hervé Tilly, il aura l'occasion de parler de cette négociation. J'insisterai quand même en vous disant que tout n'a pas été, bien entendu, conclu, et que nous nous trouvons dans une situation donc, nouvelle, avec donc, une négociation qui ne se fait plus avec deux acteurs, donc le Conseil et la Commission, mais avec trois, avec, comme vous le savez, une part non négligeable donc, qui est désormais attribuée aux parlementaires européens et qui n'ont eu de cesse depuis quelques mois d'insister sur deux éléments: leur volonté de voir un budget plus conséquent donc, donné à la fois à Horizon 2020 et puis à Erasmus pour tous, et aussi donc, leur volonté de voir l'impact social mieux mis en lumière. Alors aujourd'hui, donc, dans le cadre donc, de cette négociation, dont on pourrait espérer qu'elle se termine fin juin avec la fin de la présidence irlandaise, mais dont de manière plus réaliste, je suppose qu'il faudra considérer que ça se poursuivra donc, sous présidence lituanienne. On a un certain nombre donc, de questions qui n'ont pas encore été totalement tranchées, donc je ne peux vous les présenter donc, aujourd'hui. Mais globalement, les trois points les plus importants, c'est ça, c'est un primat qui est donné à la simplification des procédures. Deuxièmement, donc une volonté d'ouverture au monde. Et puis, troisièmement, donc des publics cibles qui vont être donc privilégiés par rapport à d'autres. Alors, premier point, donc ce qui concerne la simplification. J'enfoncerai des portes ouvertes en disant que souvent nos procédures sont regardées avec un intérêt important, mais parfois aussi avec un peu de critique, en considérant qu'elles sont complexes, qu'elles pourraient être largement simplifiées et qu'elles sont souvent un peu redondantes entre la partie papier et la partie dématérialisée. La bonne nouvelle que je peux vous annoncer, c'est que l'essentiel donc, des procédures seront dématérialisées donc, pour le nouveau programme, ce qui devrait éviter bien des contentieux sur les dossiers. Deuxième élément dans la simplification, comme vous le savez, nous avions de nombreux programmes, à la fois donc, des programmes concernant donc, les 4 grands groupes dont l'agence à la charge, Comenius, Leonardo, Erasmus que vous connaissez bien et Grundtvig, mais aussi toute une série de programmes géographiques, EduLink, Alpha, et tout ça donc était regroupé dans un programme unique, et ce programme unique qui pour le moment s'appelle Erasmus pour tous, dont on peut espérer d'ailleurs qu'il continuera à s'appeler Erasmus pour tous, même si le Parlement européen reste un peu rétif sur cette appellation,
Donc ce nouveau programme va rassembler tout un ensemble de petits programmes qui n'étaient connus que par les acteurs qui étaient présents, donc soit dans les zones géographiques concernées, soit dans les secteurs. Donc on peut espérer qu'avec un nom unique et un programme unique, on aura une lisibilité beaucoup plus importante. Troisième élément de simplification, nous avons maintenant donc une segmentation en 3 parties. Une qui concerne donc la mobilité, une qui concerne les partenariats et la troisième donc qui concerne donc la coopération dite politique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie des mobilités que vous connaissiez jusqu'alors, les mobilités individuelles, vont être largement rentrées dans la partie 2 qui concerne les partenariats, puisque la logique du nouveau programme est de passer d'une logique de soutien de mobilité individuelle, de court terme forcément, à une logique de partenariat de moyen et de long terme, partenariats dits stratégiques qui auront vocation à associer les différents acteurs qui aujourd'hui sont présents dans les différentes composantes, Leonardo, Comenius ou Erasmus, pour considérer des programmes, des actions beaucoup plus larges. Et donc ces partenariats stratégiques sont censés réunir des universités, d'autres institutions de l'enseignement supérieur, des acteurs académiques pour le secondaire, et bien entendu des entreprises et des collectivités. Ces partenariats stratégiques seront l'occasion d'intégrer les mobilités, non pas simplement dans un acte individuel, mais dans une vision large, avec des projets qui peuvent s'étendre sur le moyen terme. Ça semblait logique, c'était pas si évident à mettre en place, et c'est un peu une révolution, je dirais, culturelle, que vous allez devoir porter pour les institutions d'enseignement supérieur, puisqu'il va falloir maintenant présenter aux étudiants que l'essentiel de leur mobilité s'intègre dans des projets éducatifs, de formation tout au long de la vie beaucoup plus larges. Deuxième élément, l'ouverture au monde. Alors, cette ouverture au monde, elle reste encore à préciser dans ces grandes composantes. Simplement, ce qui a été mis en avant, c'est 3 choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne, comme vous le savez, est en partenariat et en compétition avec de grandes aires géographiques qui ont une expansion très importante dans le domaine de l'enseignement supérieur. Et je ne parle pas uniquement de la Chine, je peux parler de l'Inde, je peux parler du Brésil, je peux parler d'Afrique du Sud. Et ces grandes aires ont signé des partenariats stratégiques avec l'Union européenne. De l'autre côté, vous avez la politique de voisinage, une politique de voisinage qui a été créée à la fin des années 90 et qui est aussi un des éléments importants du développement des coopérations d'enseignement supérieur, mais aussi de formation professionnelle. Alors vous savez combien en France nous sommes attachés à la dimension euro-méditerranéenne. Nous avons l'occasion d'en discuter beaucoup avec nos partenaires du pourtour nord de la Méditerranée, et nous nous inscrivons dans un certain nombre de prises de parole favorables à une dimension plus forte de l'euro-méditerranée de l'enseignement supérieur. Je vous rappelle ce que le président de la République avait dit en Algérie lors de son voyage. Je vous rappelle les décisions du sommet 5+5 à Malte au mois d'octobre, et je vous rappelle le soutien des parlementaires européens à l'époque initié par notre ministre actuel de l'Éducation nationale pour qu'il y ait un Erasmus euro-méditerranéen. Donc aujourd'hui le débat est le suivant. Nous voyons bien que nous devons intensifier les relations avec les zones du voisinage. Nos amis polonais et nos amis lituaniens qui auront la présidence à partir du 1er juillet sont très attentifs au partenariat dit oriental. Nous en France, comme nos amis grecs et italiens qui auront les 2 prochaines présidences de 2014, sont particulièrement attachés à l'euro-méditerranée. Donc il va falloir à la fois espérer avoir un primat donné à la politique de voisinage et en même temps réfléchir à la capacité de renforcer les grands partenariats stratégiques de l'Union. Vous voyez que c'est un défi assez important. Et le Conseil et la Commission ont encore un certain nombre de choses à prioriser dans ce domaine, avec un regard très attentif du Parlement européen sur cette question. Deuxième intérêt de cette ouverture au monde, c'est que c'est un peu la rançon de la gloire, je le disais tout à l'heure en introduction,
du programme Erasmus Mundus. Vous savez tous dans vos institutions, la France est très heureuse d'être leader pour Erasmus Mundus et que c'est probablement à l'heure d'aujourd'hui la meilleure façon d'intégrer nos réseaux de recherche et nos réseaux d'enseignement supérieur soit des jeunes mastériens mais aussi des jeunes doctorants qui viennent du monde entier. Et je crois que c'est le cas à Grenoble, on a la même chose ici à Bordeaux. Quand on rencontre une promotion d'Erasmus Mundus, c'est un peu le monde entier qui est attiré par parce que c'est un facteur d'attractivité très forte pour notre enseignement supérieur. Et le fait que le nouveau programme se soit inspiré de cette attractivité très forte d'Erasmus Mundus est une bonne indication pour l'attractivité, je l'espère, à venir des institutions d'enseignement supérieur qui s'engageront dans le nouveau programme. Troisième aspect, tout ce qui concerne la capacité d'associer des acteurs qui aujourd'hui sont un petit peu dispersés. La logique partenariale est une logique, je le rappelais tout à l'heure, que l'on connaît bien entendu très bien dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et bien entendu, la loi récente va la renforcer, avec bien entendu le poids donné au nouveau pôle. Mais la Commission, dans la manière dont elle avait présenté le programme dans ses premiers profils, en novembre 2011, avait beaucoup insisté sur ce point, et que ça soit le Conseil, que ça soit le Parlement depuis lors, et puis les agences, en règle générale, tout le monde est conscient qu'il est absolument important de pouvoir avoir des projets plus importants en termes de subventionnement, mais aussi en termes de partenariat. Pas simplement d'avoir des collectivités avec d'autres collectivités, des entreprises avec d'autres entreprises ou des institutions d'enseignement supérieur avec d'autres enseignements supérieurs, mais vraiment de créer des synergies et des cohérences avec une question qui est importante en ce moment, que sont discutées les lois de décentralisation sur le leadership de certains projets, qui, vu des agences aujourd'hui, est une question qui n'est pas forcément première, puisque seront leaders ceux qui porteront un bon projet. Alors pour les agences, ça a une conséquence importante. Comme vous le savez, nous évaluons les projets avec des experts qui sont depuis des années extrêmement expérimentés dans la connaissance des programmes tels qu'ils existent aujourd'hui et avec leur segmentation. Demain, nous avons la nécessité de pouvoir regrouper autour de nous un certain nombre d'experts qui connaîtront bien entendu l'ensemble des programmes qui ont été intégrés dans Erasmus pour tous. Alors cette logique partenariale, ça va être aussi la possibilité, j'espère, pour la France, qui a déjà, grâce à sa structuration, notamment dans le domaine de l'innovation, beaucoup rapproché les institutions d'enseignement supérieur et les entreprises, de pouvoir le poursuivre dans le domaine des projets pédagogiques et de formation tout au long de la vie au sens le plus large. Simplement, il ne va pas falloir attendre parce que le nombre de projets que la Commission a souhaité pour les 7 ans à venir risque très rapidement peut-être de donner lieu à une concurrence assez importante avec d'autres pays. Mais je fais confiance aujourd'hui au nombre d'institutions que j'ai pu déjà rencontrer dans le cadre de la renégociation sur les chartes pour être relativement optimiste dans ce domaine. Alors ça me permet de faire une assise sur les chartes. Comme vous le savez, nous avons en France à peu près plus de 1000 institutions qui étaient dotées d'une charte pour le programme Erasmus ancien. Nous avons entrepris maintenant depuis quelques mois un travail sur les nouvelles chartes Erasmus pour tous. L'agence a déjà animé 2 ateliers en ce domaine et nous avons bien l'intention à partir du début du 2e semestre de cette année d'intensifier notre politique d'accompagnement pour les établissements qui n'auraient pas complètement encore intégré quelles sont les données des nouvelles chartes. Alors, je rappelle que ces nouvelles chartes sont à la fois beaucoup plus larges et surtout moins centrées sur le programme simplement de mobilité étudiante. Elles ont pour vocation de permettre de se lancer beaucoup plus facilement dans l'ensemble des actions qui seront liées au nouveau programme. Alors, je disais tout à l'heure que nous avons déjà animé 2 ateliers
et que donc à partir donc, du 1er juillet, nous allons donc dans l'ensemble de la France, en nous appuyant sur ceux qui nous accompagnent, hein, que nous appelons les développeurs, qui peuvent être soit les responsables des relations internationales des établissements, donc d'enseignement supérieur, soit les DAREC, hein, les délégués aux affaires internationales et européennes et de coopération des académies, soit les responsables donc, de relations européennes des différentes collectivités, avec tous ceux qui nous accompagnent donc, pour promouvoir donc, les programmes actuels. Nous allons donc animer un certain nombre donc, d'événements, de manière à ce que les subtilités donc, du nouveau programme, qui vont être mieux connus dans le détail, je l'espère, à partir donc, de juillet, puissent être petit à petit donc, intégrés par ceux qui aujourd'hui se feront les principaux aides donc, aux porteurs de projets et aux bénéficiaires donc, potentiels à partir du 1er janvier. Alors, je me permets d'ailleurs de faire tout de suite la promotion donc, de notre conférence de sensibilisation qui aura lieu donc, à Nantes le 29 novembre. Qui sera 27, pardon, on a changé un peu la date, c'est 27-28 novembre donc, à Nantes, où nous espérons, c'est un peu une deadline que nous avons fixée, puisque quelle que soit donc, la volonté de terminer donc, au mois de juin, je pense qu'il y aura un certain nombre donc, de détails techniques qui ne seront donc, véritablement, définitivement acceptés que lorsque la base légale du nouveau programme aura été présentée, et nous estimons que ça devrait être à la fin du mois d'octobre, au début du mois de novembre. Donc la conférence donc, de Nantes devrait nous permettre donc, de vous donner vraiment des éléments très précis concernant le descriptif de chacun des trois composantes, à la mobilité, le partenariat et la coopération politique. Dernier point concernant cette coopération politique, elle va rassembler, comme vous le savez, aujourd'hui tout ce qui concerne donc, probablement le programme TELPUS. Je sais que vous êtes très attentifs donc, à ce programme de coopération. Il existe parce qu'il a contribué au développement des coopérations éducatives avec le voisinage donc, de l'Union européenne. D'abord à l'époque vers les PECO, début donc, des années 90, ensuite vers la zone euro-méditerranéenne et ensuite donc, vers l'Asie centrale. L'idée n'est pas d'abandonner les résultats donc, de TELPUS, mais au contraire d'en profiter pour qu'ils puissent être intégrés donc, dans le nouveau programme, en particulier pour intensifier la coopération en termes de capacité de BRICS et donc d'aide aux pays notamment d'Europe, de la partie ouest, donc des Balkans, mais aussi de l'Europe méditerranéenne, qui, bon an, mal an, grâce donc, à l'ouverture du programme donc, à l'ensemble des pays tiers, devrait vouloir mieux construire l'institutionnalisation donc, de la gestion des projets. Et on peut donc anticiper dès à présent une aide donc, des différentes agences des pays du nord de la Méditerranée vers les bureaux qui auront en charge donc, ces projets vers le sud et probablement vers l'est de la Méditerranée, mais ce sera aussi le cas vers le Caucase et probablement aussi donc, pour les États non caucasiens du partenariat oriental. Dernier point, un peu pour faire une présentation donc, la plus simple, autant que faire se peut. Aujourd'hui, les chiffres qui étaient donnés donc, en termes d'objectifs donc, au mois de novembre seront probablement revus à la baisse. Je vous rappelle que l'année dernière, quand la Commission a présenté donc, son projet, il était question de 19 milliards. Aujourd'hui, nous serons probablement plutôt plus proches de 13 ou 14 milliards, c'est-à-dire pour l'ensemble donc, de la composante donc, Erasmus pour tous, y compris la composante jeunesse qui a été intégrée, ce qui signifie que les objectifs qui avaient été fixés à l'époque avec un projet à 19 milliards ne peuvent pas être conservés de la même manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 5 millions de mobilité qui étaient l'objectif donc, en 2011 risquent d'être réduits probablement autour plutôt de 4 millions. En revanche, la priorité que la Commission donc, avait mise en avant et que le Conseil donc, a repris à son compte et qui donc, recueille aussi l'agrément du Parlement européen, qui est donc de renforcer les mobilités des enseignants et des encadrants, que ce soit donc, dans le domaine de l'enseignement supérieur, que ce soit donc, dans le domaine donc, de l'éducation primaire et secondaire, que ce soit dans la formation professionnelle.
cette priorisation donc, des mobilités donc, et des projets intégrant donc, des encadrants des professeurs, cette priorité va rester la même. C'est-à-dire que je vous incite tous dès à présent à réfléchir à votre intégration donc, dans des programmes et des projets d'échanges liés au nouveau programme qui doivent vous permettre donc d'être beaucoup plus facilement peut-être des référents. On s'est aperçu, donc, et vous le savez, dans les différentes études que nous avons menées à l'agence, notamment sur les résultats différenciés des établissements d'enseignement supérieur sur le programme Erasmus classique, que très souvent, la capacité d'engager soit les responsables administratifs, soit les enseignants qui développaient beaucoup de partenariats en s'appliquant à eux-mêmes ces mobilités Erasmus, était un élément très positif pour pouvoir assurer une pérennisation de moyen ou de long terme à Erasmus. Et donc le pli va être conservé et nous espérons bien que les objectifs très ambitieux qui ont été fixés dans ce domaine vont trouver une réponse positive dans l'ensemble des établissements. En tout cas, nous ferons notre possible à l'agence pour promouvoir cet aspect parce qu'il nous semble absolument fondamental pour pouvoir atteindre les objectifs, même revus à la baisse, qui restent quand même extraordinairement ambitieux puisque ils se basent en fait sur des résultats qui sont multipliés par 1,5, non plus par 2 par rapport à ce qu'on a connu depuis 25 ans. Dernier point, je suis bien entendu extrêmement attentif, comme tous les directeurs d'agence qui sont avec moi aujourd'hui à Bordeaux, aux résultats de la négociation en cours. Elle est censée se terminer à la fin du mois de juin. Il est probable aussi que le futur Conseil européen reprendra le choix du Conseil européen de février qui avait abouti comme vous le savez à cet accord sur le budget général de l'Union pour les 7 ans à venir. Je ne peux pas vous en dire plus pour une question qui est souvent posée sur le partage entre ce qui reviendra à Horizon 2020 et ce qui reviendra à Erasmus pour tous. Je pense simplement que les réponses devraient être assez rapides et qu'on devrait les avoir d'ici la fin juin. Voilà un petit peu pour, dans les grandes lignes, vous présenter ce nouveau programme. Simplification, ouverture au monde et logique partenariale. Je pense que ce sont les 3 grandes tendances qui devraient ensuite être détaillées dans la base légale que nous connaîtrons dans le détail à partir de l'automne. Voilà, alors je suis à votre disposition pour les questions que vous souhaiterez me poser. Dans l'Assemblée, y a-t-il des questions à poser à Antoine Godbert? C'est le moment d'en profiter. Oui. Bonjour, Laurence Frelon, donc je suis responsable d'activité formation dans une entreprise industrielle de maintenance. Et donc vous parliez de coopération, de partenariat avec les entreprises. Quelle forme elle peut prendre? Elles vont prendre deux formes. Excusez-moi, je vous perds là sur... Vous me voyez? Oui. Donc, très bien. Donc les partenariats vont prendre 2 formes. D'abord, il y avait la poursuite des partenariats expérimentaux que vous connaissez probablement dans 5 domaines stratégiques, considérés par stratégiques par la Commission. C'est particulièrement vrai pour les nouvelles technologies et l'aéronautique, mais désormais elles vont être élargies à d'autres secteurs. Deuxièmement, elles vont prendre la place de ces 2 alliances que vous avez déjà connues, les alliances de la connaissance et les alliances sectorielles, qui aujourd'hui, vous l'avez remarqué, ne concernent qu'un nombre très réduit de projets. Donc l'idée, c'est bien entendu de faire monter petit à petit en puissance le nombre de projets qui correspondent à ces alliances de la connaissance, qui sont plus là concernant les universités, les établissements d'enseignement supérieur et les alliances sectorielles qui là intègrent plus facilement les entreprises. Mais c'est la logique générale de partenariat entre les entreprises et les universités qui petit à petit va être détaillée. Ce que l'on sait, c'est qu'il faudra faire à peu près 5 000 à 6 000 partenariats stratégiques avant la fin du programme avec la deadline de 2020. Comment les choses petit à petit vont se mettre en place, ça on en saura un peu plus avec la base légale. Simplement, on a déjà des bons exemples avec les alliances sectorielles et
et les alliances de la connaissance qui, donc dans leur phase expérimentale, ont plutôt été appréciées. Donc je pense qu'on sera vraiment sur une dimension de prolongation techniquement de ce qui a été à la base de ces alliances sectorielles et ces alliances de la connaissance. Merci. D'autres questions dans l'Assemblée? C'est le moment, il faut profiter. Vous vous êtes beaucoup battu pour l'appellation Erasmus pour tous. Alors, qu'en est-il maintenant? Erasmus pour tous ou Yes Europe? Alors, comme je l'ai dit, et sans rentrer dans les détails, il y a 5 grandes questions qui demeurent donc en négociation. La question du nom générique n'est plus seule. Ce qui est important aussi, c'est l'appellation donc des composantes à l'intérieur d'Erasmus pour tous, qui seront les composantes correspondant à l'enseignement supérieur, à la jeunesse, à l'enseignement secondaire et à la formation professionnelle. Alors là, le Parlement européen a proposé de nouveaux noms. Je ne suis pas bien sûr que Yes Europe connaisse un avenir, mais bon, c'est au cœur de la négociation. En revanche, il est probable que les discussions perdurent sur la dénomination des programmes, des actions correspondant aux 3 composantes. Et en particulier, aujourd'hui, le Parlement est très allant sur le fait que l'on distingue bien par des sous-noms donc ce qui correspond à la jeunesse, ce qui correspond à la formation professionnelle, ce qui correspond donc à l'enseignement supérieur, ce qui correspond donc à l'éducation primaire et secondaire. Alors, il faut quand même insister sur 2 choses par rapport à ça. D'abord, tout le monde est d'accord pour qu'on insiste sur, alors je suis désolé pour la logorée communautaire, ce qu'on appelle le transsectoriel ou le cross-sectoriel. Donc à partir du moment où on insiste sur la capacité à pouvoir faire converger des acteurs venus donc de composantes différentes, on voit bien qu'on a besoin d'avoir un nom générique qui puisse être simple pour pouvoir incarner cette logique. C'est-à-dire pour ça qu'on s'était engagé pour Erasmus pour tous, qui avait 2 avantages. Erasmus, parce que c'était faire référence au succès du programme et puis à sa bonne connaissance en termes de marque parmi les citoyens. Et puis pour tous, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'un certain nombre donc, de composantes sociales supposées donc, bénéficier de la formation et des mobilités, aujourd'hui ne sont pas forcément toujours ceux qui en profitent le plus. On sait qu'il y a un effort à faire pour les apprentis, on sait qu'il y a un effort à faire dans la voie professionnelle, et le pour tous est une manière donc, de mettre en avant donc, cette possibilité qu'offraient les 4 programmes tels qu'ils existaient aujourd'hui, et que le nouveau programme devrait donc intensifier, de pouvoir envisager donc des partenariats facilitant l'acquisition de compétences et facilitant donc l'apprentissage d'un travail et d'une vision commune donc de la valeur ajoutée européenne. Et donc on a été coupé. Je vous ai dit, c'est un des 5 grands dossiers qui reste à avoir tranché d'ici, donc je pense, l'été, et si ce n'est pas le cas, d'ici l'automne. Merci de le faire. Voilà, des questions qui... Vous avez juste cité l'apprentissage. Qu'est-ce qui est prévu pour ces formations-là? Pour les formations en apprentissage? Oui, alors j'ai particulièrement insisté sur l'apprentissage pour 2 raisons. La première, c'est que je pense que à la lecture des journaux ou en regardant les différentes sources d'information, vous avez vu que ce n'était pas simplement une préoccupation française. Je pense que c'est une préoccupation qu'on retrouve aujourd'hui dans nombre d'États qui participent déjà à Erasmus et plus généralement à éducation et formation tout au long de la vie. C'est aussi un souci pour les États du voisinage qui aimeraient que l'on intensifie les relations dans le domaine de l'apprentissage, soit avec la partie orientale de l'Europe, soit avec le sud de la Méditerranée.
Par ailleurs, aujourd'hui, pour les raisons tout à fait compréhensibles, vous savez qu'il y a deux choses qui posent problème. Le premier, il y a des cadres réglementaires qui restent encore donc, à homogénéiser entre donc, un certain nombre de pays pour faciliter donc, l'envoi d'apprentis. Et deuxièmement, il y a une certaine prudence des chefs d'entreprise, et en particulier pour les PME, pour donc s'engager à fond dans cette mobilité des apprentis. Et donc il y a un effort donc, de promotion important à mener auprès donc, des entreprises pour qu'elles puissent s'investir, alors que, bon, compte tenu de la situation économique que l'on connaît, il y a des impératifs qui s'imposent parfois, qui sont un peu différents. Alors, nous, notre idée est la suivante, c'est qu'avec cette sensibilisation, je dirais, politique au sens large, le plus large possible, avec l'intérêt aussi des PME de mieux connaître les résultats des études que nous avons menées et qui sont convergentes, c'est-à-dire pour tous les apprentis, considèrent qu'il y a deux intérêts donc, à faire une mobilité donc, de formation. Bon, la première, c'est que les bourses en général sont plus élevées donc, que celles des mobilités d'études. Et deuxièmement, la vie en entreprise est une découverte donc, et une appréciation des compétences dites non formelles beaucoup plus forte. Et donc ce n'est pas non plus un hasard si aujourd'hui, y compris pour Erasmus, les mobilités donc, dites de stage explosent. Je suis sur une montée très lente, ce programme Erasmus Études là, depuis 3 ans. En revanche, je suis vraiment sur un pourcentage de plus 25% sur les mobilités donc, de stage Erasmus. Donc on peut supposer que pour les apprentis, si on a une vraie mobilisation au niveau des chefs d'entreprise, compte tenu du contexte je dirais administratif qu'on connaît dans l'ensemble des pays, on devrait là avoir, je pense, une vraie mobilisation dans les années qui viennent, et ça sera tant mieux pour le nouveau programme. Merci, je crois qu'il y avait d'autres questions. Bonjour, Evelyne Downs, je suis chargée de mission Relations internationales à l'Université Jean Monnet. Je coordonne un programme intensif européen et j'aurais voulu savoir si cette typologie de programme sera à nouveau possible dans le cadre de la nouvelle charte. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris votre question, pouvez-vous la répéter? J'aurais voulu savoir si les programmes de type programme intensif européen, cette typologie de programme sera maintenue. Alors, là on rentre donc dans le détail des négociations donc, du moment. Il y a un certain nombre, alors comme je vous l'ai dit, l'ambition est donc de limiter le nombre d'actions. Deuxième chose, l'ambition est de pouvoir donc limiter le nombre de procédures qui étaient, comme vous le savez, assez différentes en fonction des actions, que ce soit sur la date donc, de limite de renvoi de réponse aux appels d'offres, que ce soit donc, dans la composition même donc, des dossiers, ou que ce soit donc, dans la manière dont on les évalue, donc par les différents rapports que nous devrons, qu'on vous demande. Alors, les programmes intensifs, comme d'autres donc, composants, sont supposés donc, être passés en ce moment un peu au crible donc, de cette négociation sur la simplification. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la philosophie des programmes intensifs donc, va demeurer, mais est-ce qu'ils vont être donc, aujourd'hui donc, conservés exactement comme ça l'était auparavant? C'est encore un peu tôt pour le dire. En revanche, ce que je peux aussi, et je n'en ai pas fait mention tout à l'heure, il y a quelque chose qui est extrêmement important donc, en lien avec donc, les mobilités, c'est bien entendu la préparation donc, aux mobilités, en particulier linguistique. Alors, je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont vu les polémiques qui ont pu naître pour savoir si on allait garder la préparation linguistique de la même manière qu'elle existait aujourd'hui. Vous savez que l'idée donc, de la Commission est de pouvoir comment dirais-je, augmenter le volume donc, de l'action, mais peut-être pas de conserver ce qui était donc aujourd'hui la formation telle qu'elle existe. En gros, ce que souhaiterait donc, la Commission, mais qui reste en négociation un peu aujourd'hui, c'est de passer tous donc, sur un apprentissage donc, linguistique qui serait désormais sur le web, mais qui soit donc plus généralement globalisable à un nombre plus important donc, de bénéficiaires. Alors, la négociation
donc n'a pas abouti, puisque l'idée c'était de ne pas casser quand même ce qui avait montré donc, sur un certain succès. Vous savez qu'on est très attentif donc, à l'agence à mettre en avant les bonnes pratiques dans ce domaine, que ce soit les pratiques donc, de parrainage entre les anciens Erasmus ou les nouveaux, que ce soit donc, les logiques d'accréditation ou de crédit donné donc, à ceux qui s'engagent donc, dans une préparation donc, linguistique spécifique. Bon, alors comment les choses vont-elles être précisées? J'espère qu'on va arriver donc, à une optimisation, à la fois en termes de volume de ceux qui en bénéficient plus fortement, et deuxièmement, donc, de possibilité donc, d'associer ce qui est une formation donc, en présentiel classique et une formation donc, sur le web, telle que la Commission donc, voudrait l'avoir développée aujourd'hui. Deuxième aspect des choses, nous serons très très attentifs à ce qui est la post-mobilité. Alors il est sûr que la logique partenariale donc, va imposer de pouvoir faire plus attention à ceux qui ont bénéficié donc, d'une mobilité, pour deux raisons. D'abord parce qu'ils devront donc, être actifs dans le cadre des partenariats donc, à moyen terme. Et deuxièmement parce que dans le cadre de cette politique donc, que je précisais donc, dans l'introduction, qui va nous demander d'être très attentifs donc, à l'impact donc, des différents projets, il va de soi que l'impact, le premier, c'est de pouvoir juger de la pertinence immédiate dans les 2-3 années de ce qui aura été donc, la partie mobilité d'un partenariat, et que donc les bonnes pratiques donc, dans ce domaine seront essentielles, et nous espérons bien, nous dans les agences, que dans la nouvelle base légale, il y aura donc, des mentions concernant donc, la valorisation donc, de ce qui sera fait donc, dans la partie post-mobilité. Oui, bonjour, Delphine Benz, je suis responsable des relations internationales à Sciences Po Grenoble. J'ai deux questions. La première va aller assez vite, je pense. Quid d'une seconde mobilité Erasmus? J'entends seconde mobilité académique. C'est dans l'air du temps? C'est dans les projets ou non? Une seconde mobilité Erasmus. Non, alors... c'est pour ça que je vous ai fait répéter. L'idée n'est pas sur la deuxième mobilité, elle est plutôt aujourd'hui sur un portefeuille donc, de temps accordé à la mobilité. Alors c'est encore un peu en négociation, mais il est probable que l'idée d'avoir un portefeuille donc, de 12 mois de mobilité, prenable, donc, que ce soit en études ou en stage, et prenable donc, à n'importe quel moment des cycles pour chaque étudiant, soit pérennisée. Bon, comme vous le savez tous, à la moyenne, notamment pour Erasmus aujourd'hui, c'est 6,7 mois à peu près. Donc là, l'idée, ça serait qu'il y ait une sorte de portefeuille pour chaque mobile potentiel qui soit 12 mois, à prendre à un moment ou à un autre, et à prendre en nombre de mobilités comme il le souhaite. Alors, si on associe, donc, je sais pas, 3 mois de stage en entreprise avec une mobilité académique classique, bon, on doit pouvoir s'y retrouver. Mais si vous faites 2 fois du stage, où la moyenne est aujourd'hui à 3,2 mois, vous voyez qu'on peut dépasser les 2 mobilités. On peut peut-être y aller à 3, c'est pour ça que je vous ai fait répéter sur les 2. Mais la logique est plutôt celle d'un portefeuille de mobilité. D'accord. Mon autre question, ouverture au monde supposerait que des universités hors Europe obtiendraient une charte Erasmus et délivreraient des bourses Erasmus à leurs étudiants non européens qui viendraient étudier en Europe, ou ça suppose que c'est les universités européennes qui pourront délivrer des bourses à leurs étudiants qui iraient dans des pays hors Europe, ou les deux? Bon, là encore, c'est un tout petit peu plus complexe, alors, malheureusement. Alors, 2 choses. D'abord, les établissements d'origine des étudiants des pays tiers qui voudront donc bénéficier d'une bourse, on ne leur demandera pas d'avoir une charte Erasmus. En revanche, on va leur demander qu'ils aient accepté les principes de la charte Erasmus. Alors, j'ai déjà beaucoup de demandes donc, de partenaires d'autres pays dont les établissements d'enseignement supérieur sont déjà donc, en coopération avec des établissements des pays Erasmus. Je pense qu'on
aurait pu faire mieux, mais là on est sur une négociation relativement compliquée, mais les principes donc devront être acceptés. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, concernant la gestion de ces étudiants va nous revenir, y compris les étudiants entrants, ce qui est un peu une nouveauté pour les agences, puisque comme vous le savez, nous occupions que de la mobilité sortante. Nous vous subventionnions pour des mobilités sortantes. Là, on va devoir vous subventionner pour les mobilités sortantes, donc des Européens Erasmus, pour faire simple, et pour les mobilités entrantes des étudiants des établissements hors des pays tiers qui auront accepté les principes de la charte Erasmus. Est-ce clair? Oui, oui, très clair. Bonjour, donc Claire Lucarelli, responsable des relations internationales pour l'Université de Savoie. Vous l'avez évoqué tout à l'heure sur la préparation linguistique, et c'est mentionné dans la nouvelle charte 2014-2020. La mobilité, la notion de mobilité mixte, donc qui pourrait se faire de manière sur place, mais aussi par des moyens numériques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la conception de ces mobilités mixtes? Très très franchement, non. Je vous ai dit pour trois raisons. La première, comme vous le savez, donc la logique très secondaire, entre guillemets, notamment de l'intégration des programmes e-Twinnings, donc avec Comenius, n'ont pas donc été toujours quelque chose qui a été particulièrement étudié et mis en avant. Donc on n'a pas forcément beaucoup donc, de passé qui permet donc, de faire une évaluation intéressante pour pouvoir donc, utiliser déjà un acquis. Donc ça c'est déjà un premier problème. Deuxièmement, je vous ai rappelé donc l'ampleur du débat. La Commission va vraiment insister beaucoup dans la préparation linguistique sur le passage donc, par le net. Et elle n'est pas forcément suivie par tous les États qui n'ont pas forcément envie de couper avec ce qui était la préparation linguistique intensive qu'on connaissait auparavant. Troisième élément, là, les chiffres aujourd'hui concernant donc l'anticipation donc de nombre d'activités pédagogiques donc sur le net dans les 7 ans à venir est sujet à beaucoup de débats. Alors, comme vous le savez, au niveau central, la Commission va lancer des appels d'offres pour pouvoir donc récupérer un certain nombre donc d'outils qui sont censés correspondre à une augmentation et une montée en puissance extrêmement forte de l'activité donc d'enseignement sur le net, mais je ne vous cacherai pas que le débat reste relativement important. Aujourd'hui, la Commission est très sensible à ce qui, donc, notamment, est mis en avant aux États-Unis en termes donc, de valorisation donc, de l'enseignement donc, numérique, mais nous n'avons pas exactement la même vision des choses. Alors, à partir du moment où on a du mal à anticiper ce que pourrait être ce développement qu'on sent bien extraordinairement important et qui va changer donc, des habitudes culturelles, comme c'est déjà le cas dans les établissements qui sont beaucoup engagés, mais probablement que la position de certains États, et ça peut être aussi celle de mes collègues donc, dans les agences, est de considérer que tout ne va pas peut-être être bousculé dans les 2, 3, 4 ans donc, à venir, et que bon, donc se donner un petit peu donc, de temps de réflexion. Alors je ne peux pas vous en dire plus. Pourquoi? Parce qu'on est là sur un des sujets qui est encore relativement sujet à débat entre les différents États membres. Il est sûr que mon collègue estonien ne pense pas exactement comme moi dans ce domaine. J'ai encore peut-être une question plus technique, du coup, vu que les établissements, écoles, universités, même presse, ont soumis dernièrement cette charte, la candidature de la charte 2014-2020.
il y a peut-être des évolutions. Ce qu'on a soumis, est-ce que ça risque d'être modifié? Et est-ce que le calendrier risque également d'être modifié? Avez-vous plus d'éléments à ce stade? Dans l'état de mes informations, le calendrier préexistant ne devrait pas donc être modifié. C'est-à-dire, et tant mieux, je dirais, pour nous, pour une bonne et simple raison que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, nous avons été très heureux d'organiser ces préparations donc, à la nouvelle charte, qu'aujourd'hui donc, nous avons donc, la chance de voir que la logique a été quand même donc, prise en compte par nombre d'établissements. Alors maintenant, ce que je ne peux pas vous dire, c'est si le calendrier donc général ne va pas être revu. Mais pour quelque chose de tout à fait simple, c'est qu'il va falloir que, comme je vous l'ai dit, on adosse donc les différentes actions au budget qui va finalement ressortir donc du Conseil européen de juin. Alors ça sera peut-être le même qu'en février. Et donc si c'était absolument le même, je suis sûr que nos collègues lituaniens feront leur possible pour que le calendrier soit totalement respecté. Si ce n'était pas le cas, il y aura forcément un certain nombre d'ajustements. Mais aujourd'hui, pour nous, et là je parle donc avec l'agrément de tous mes collègues, en particulier ceux qui ont mené cette campagne donc, de sensibilisation aux ateliers, les choses sont les mêmes que ce que l'on vous a dit il y a un mois. Alors, comme je n'ai pas l'occasion de pouvoir m'exprimer donc tous les jours dans des manifestations comme les vôtres, je ne peux que vous conseiller de vous retourner très fréquemment sur nos deux plateformes, à la fois sur notre nouveau site internet www.2e2f.fr, et puis vous la connaissez tous bien entendu, sur notre plateforme Pénélope, qui donne des informations donc, avec une actualisation la plus conséquente possible. D'autres questions? Bonjour, c'est Claudette Stemmer de l'IUT de Colmar. J'enseigne l'anglais. Et puis avec une collègue, nous préparons un projet de télécollaboration, justement dans la préparation linguistique de nos étudiants pour des études futures, genre Erasmus ou autres. Et puis, voilà, on voulait savoir si il y a des soutiens matériels, financiers prévus dans cette nouvelle charte. Vous avez compris? Alors, excusez-moi madame, parce que j'ai bien compris le début. Si j'ai bien compris, vous êtes enseignante en anglais, vous développez donc un projet de préparation linguistique, mais je n'ai pas compris la fin de votre intervention, excusez-moi. Alors, je voulais savoir si vous avez prévu des soutiens financiers et matériels pour ce type de projet. Alors, deux éléments de réponse par rapport à ça. Tout à l'heure, j'ai fait mention d'un appel d'offres au niveau centralisé, donc à Bruxelles, concernant donc, ces projets. Deuxièmement, nous sommes aujourd'hui, et donc je vous invite à vous rapprocher donc, de nous. Nous sommes en train donc, de faire notre possible pour pouvoir donc, associer des projets qui seraient développés donc, localement à des projets donc, qui donc, pourraient donner lieu à une articulation entre guillemets plus nationale, pour être plus simple. Un certain nombre de projets nous ont été proposés, je donne quelques exemples, par Lyon, par Bordeaux, voire par Paris. Donc nous essayons donc à ce moment-là de remplir notre rôle qui est de rassembler ceux qui essayent de le faire au cas où au niveau donc, bruxellois, au niveau centralisé, il y aurait donc, des appels d'offres assez conséquents qui se feraient dans les années à venir dans ce domaine. Mais sur le plan décentralisé, il n'y a pas de budget propre sur cette question. Donc notre action, elle est de rassembler des initiatives qui pourraient se faire jour pour pouvoir les associer. Deuxième élément, comme vous le savez, nous sommes très attentifs donc, à l'agence au tout développement concernant le multilinguisme et nous espérons bien que nous aurons encore dans les années qui viennent la possibilité de pouvoir distribuer des labels européens des langues, c'est-à-dire donc la récompense de projets pédagogiques innovants dans le domaine linguistique. Nous le faisons maintenant depuis 10 ans, nous avons remis les labels européens des langues et donc
même si votre projet ne peut pas forcément s'associer à d'autres projets qui ont été développés dans d'autres institutions, il reste toujours la possibilité donc d'être accompagné par le label européen des langues. Une dernière question peut-être? Non, c'est bon? Eh bien, il ne reste plus qu'à vous remercier, Antoine Godbert, d'avoir été parmi vous et d'avoir répondu. Ah, si, il y a une dernière question. Oui, rebonjour. Donc, toujours Delphine Binz de Sciences Po Grenoble. J'ai une dernière question. Vous disiez, l'idée va être de développer des partenariats avec des institutions différentes. Est-ce que des institutions françaises vont pouvoir développer des partenariats entre elles pour favoriser des mobilités croisées chez leurs partenaires étrangers respectifs? Oui, alors il y a une des nouveautés du nouveau programme, c'est que par rapport donc, à ce qui était le cadre, je dirais procédurier précédent, les choses vont être beaucoup plus labiles et flexibles. C'est-à-dire que il reste un ou deux exemples où malheureusement on trouve que c'est encore trop strict, mais la logique des partenariats en règle générale va être justement d'être beaucoup plus flexible dans le nombre donc, de partenaires et dans la manière dont ils sont structurés. Alors ça me permet là, de saluer, j'ai aperçu avec sur l'écran le président Vanois de la FREREF. Je crois que c'est une des questions qui va être au cœur aussi de l'actualité d'une institution qui nous tient beaucoup à cœur, qui est le Cercle Erasmus. Nous avons créé il y a 2 ans un cercle de personnalités où on retrouve des acteurs a priori institutionnels comme l'ancienne directrice générale de la DGEAC à Bruxelles, le président de la commission du budget à Bruxelles et un certain nombre, j'espère, à venir d'acteurs d'entreprise, au-delà de diplomates qui en font également partie. Nous serons bien entendu à l'écoute, c'est pour ça que je disais ça, de tous ceux qui aujourd'hui ont des idées dans le domaine. J'ai dit tout à l'heure qu'il allait falloir aller relativement vite parce que le nombre de partenariats va être limité. En revanche, en termes de structuration, la flexibilité va être de mise. Donc nous serons bien entendu à l'écoute. Je l'ai dit, non seulement au-delà de la querelle actuelle sur le leadership, comme je dis toujours, un bon projet, ça sera un projet qui par lui-même sera bon. Pas forcément parce qu'il aura privilégié telle instance comme leader. Donc j'espère que cette logique telle qu'aujourd'hui elle est mise en avant, donc une certaine flexibilité dans les types de partenariats, sera quand même une des marques vraiment de fabrique et j'espère de succès du nouveau programme. Merci. Le temps est compté. Est-ce qu'il y a encore la place pour une dernière question ou vous voulez qu'on vous libère pour votre séminaire interagence? Je vais retourner, écouter le rapport de notre collègue irlandais, puisqu'il sera celui à qui va revenir de faire passer à la présidence irlandaise dans le cadre de la négociation le résultat de notre journée de travail. Mais je voulais aussi vous remercier de nous avoir donné la possibilité de vous donner des informations qui, je le comprends bien, ne peuvent pas être complètes compte tenu de l'actualité de la négociation, mais qui sont aussi pour nous l'assurance de savoir que dans les établissements, il y a un vrai intérêt et un vrai souhait de pouvoir développer des projets pour ce nouveau programme. Je considérais déjà que les anciennes actions liées aux 4 anciens programmes, c'était déjà une Europe qui était capable démocratiquement de répondre à l'euro, aux euro-interrogations du moment. Et j'espère que ça sera dans les années à venir aussi une réponse très concrète à ce que souhaitent nombreux citoyens. Et comme je vais devoir retourner avec mes collègues sur la question de l'impact, j'espère que ça sera peut-être un petit peu juste pour en juger lors de la prochaine élection européenne, mais que peut-être à l'autre élection européenne qui suivra, on aura la possibilité, chacun d'entre nous, dans les entreprises, dans les collectivités, dans les institutions académiques et dans les administrations, de pouvoir utiliser le bilan que j'espère le plus positif possible en 2020.
de ce qui va être lancé à partir du 1er janvier 2014. Donc merci à vous d'y contribuer. Et je salue donc Hervé Tilly, parce que je crois que c'est lui qui va prendre la succession. Pas la succession, non, mais la suite, plus modestement.